N'hésitez pas à prendre la parole, à poser toutes les questions que vous aurez envie de poser, d'échanger, voire même entre vous. C'est ce micro-là qui va circuler, parce que les deux HF ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc, je vais basculer, moi, juste... Voilà, j'espère, peut-être. Voilà. Quelqu'un va me donner un coup de main pour vous faire passer ce micro. N'hésitez pas à poser toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas de questions bêtes, même de compréhension, parce que très riche exposé, très intéressant. Oui. Est-ce que les intervenants de ce matin viennent nous... Ben, volontiers, oui, si les intervenants de ce matin, puisqu'on a le temps en plus, je ne sais pas si on entend bien, veulent nous rejoindre sur la scène, comme ça vous pourrez aussi leur poser des questions, leur demander des précisions, des conseils, des éclaircissements, ou même tout simplement échanger, hein. Pas uniquement pour poser des questions. Qui veut prendre la parole en premier? Le plus dur, c'est de se lancer. Allez. Non, sinon, moi, tiens, je veux bien commencer. Alors, moi, j'y connais pas, je suis loin d'être un professionnel de vos sujets. Monsieur Despart, vous avez parlé de guérison avec le premier intervenant qui posait déjà la question au 19e siècle, hein, c'est ça? Et vous disiez que bon, on n'y était toujours pas. Donc, la guérison, c'est le but, c'est l'objectif? Oui, la question de la guérison... On est avant tout dans le prendre soin, mais c'est vrai que la déficience intellectuelle a longtemps été considérée comme un état, comme un handicap sur lequel finalement, voilà, la nature est tellement forte et déterminante que on accepte finalement cela, et puis avec un petit peu une résignation. Je crois que réellement aujourd'hui, les données nouvelles de neurobiologie, de génétique, etc., permettent d'envisager que pour certains syndromes génétiques, on puisse modifier la trajectoire de développement, les capacités d'apprentissage. C'est aujourd'hui, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, mais il y a eu des essais thérapeutiques dans le syndrome de X fragile, par exemple. On a tenté de cibler avant tout les troubles du comportement, mais l'enjeu est d'essayer d'augmenter les capacités de vitesse de traitement, de mémoire de travail, de raisonnement. Ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est très balbutiant et on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui pourra se faire pour un certain nombre de personnes qui ont des syndromes génétiques ciblés sur lesquels on aura bien compris le mécanisme qui fait que le cerveau n'arrive pas à apprendre. Donc ça passe d'abord par une compréhension très approfondie sur des modèles animaux, de souris, etc., des mécanismes qui font que les neurones ne sont pas aussi plastiques, hein, que la plasticité cérébrale est grippée. Mais une fois qu'on aura compris cela, par la pharmacologie, par d'autres stratégies, il n'est pas exclu qu'on puisse arriver à changer la trajectoire. Guérison, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, réellement, modifier les compétences, les capacités du cerveau à apprendre. Après, il y a quelque chose qui existe depuis des années et qui permet de guérir, ou en tout cas d'éviter la survenue d'une déficience intellectuelle. On l'oublie tous parce qu'on est dans un pays qui est bien organisé au niveau des soins, mais vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'un bébé naît, il a quelques tests non pas génétiques, mais de dépistage biochimique qui se font au bout du doigt. Avant, ça se faisait sur le talon, ce fameux test de Guthrie. Hein. Et dans le test de Guthrie, entre guillemets, le test de Guthrie, c'est un test biochimique historique qui permet de dépister une maladie qui s'appelle la phénylcétonurie. C'est un nom un peu barbare, mais cette maladie, c'est une maladie d'une enzyme qui fait que le bébé, quand il naît, il s'intoxique avec son alimentation, parce qu'il n'est pas capable de dégrader certains acides aminés, la phénylalanine en particulier, et qui fait qu'il s'intoxique, et qui fait qu'il faut lui donner un régime pauvre en phénylalanine dès les premiers jours de vie, et que moyennant ces régimes, et maintenant ça fait 50 ans qu'il y a ce programme de dépistage et de traitement diététique de la phénylcétonurie, ce n'est pas une maladie qui est guérie au sens où on n'a pas fait de la thérapie génique,
L'enfant, il reste avec cette maladie génétique, mais on évite les conséquences de cette maladie génétique, de cette maladie du métabolisme, en modifiant l'environnement, pour le coup, puisqu'on apporte des aliments pauvres en phénylalanine, qui fait que l'enfant va pouvoir recevoir ces nutriments nécessaires à sa croissance sans s'intoxiquer avec l'excès de phénylalanine. Dans les pays, dans le monde, et ils sont nombreux, dans lesquels on n'a pas ce dépistage systématique, il y a encore des enfants, des ados qui viennent, et de temps en temps on en voit un qui vient, issu de l'immigration récente, avec des enfants très handicapés, pour lesquels il y a un diagnostic de phénylcétonurie qui est fait, sauf que l'enfant, il a 10 ans, 12 ans, il a un autisme avec une déficience sévère, et là, il est trop tard. Donc on a en effet une perte de chance, mais qui est liée aussi au fait qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a quand même un état de santé, un outil dans notre système de santé qui permet justement et typiquement d'éviter un handicap mental dans une maladie génétique, non pas en corrigeant la maladie génétique, mais en adaptant l'environnement. Un autre exemple, c'est l'hypothyroïdie congénitale. La thyroïde, cette glande qu'on a ici, qui est utile pour un tas de fonctions métaboliques et d'homéostasie, de régulation de notre organisme. Quand on a une hypothyroïdie dès la naissance, cela va générer un handicap mental, une déficience intellectuelle. C'est aussi dépisté à la naissance. Les enfants ont des hormones thyroïdiennes en supplémentation de leur déficit et ils se développent bien. Donc, guérir ou en tout cas prévenir les conséquences du maladie génétique pour éviter la survenue d'un trouble du neurodéveloppement, on sait faire. Mais on sait faire aujourd'hui pour 3-4 maladies, plus quelques autres maladies du métabolisme que je vous épargne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que médecin, quand on reçoit des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, une de nos préoccupations, c'est de se dire, attention, est-ce que je ne passe pas à côté d'une cause curable ? Est-ce qu'il n'y a pas une cause qui serait accessible à un traitement, à une vitamine, à un régime ou à quelque chose d'autre ? Alors aujourd'hui, ça reste anecdotique, mais il y a réellement de la recherche, y compris dans des maladies très graves, dégénératives, où là, on n'en a pas parlé, mais des enfants qui progressent, et puis à un moment, ils se mettent à stagner, puis à régresser, pour des raisons généralement génétiques, de maladies neurodégénératives. Et là, aujourd'hui, c'est toujours des situations extrêmement préoccupantes, mais il y a des thérapies géniques, il y a des thérapies enzymatiques qui sont aujourd'hui développées, qui sont en cours d'études et dont certains sont déjà sur le marché pour certaines de ces maladies. Donc si nous, les médecins, on fait le diagnostic trop tard, la maladie est suffisamment évoluée pour que la thérapeutique ne soit pas efficace. Donc on a quand même cette course contre la montre, et même si aujourd'hui elle ne sert que peu d'enfants, on doit rentrer dans cette logique de diagnostic précoce, entre autres, pour ne pas passer à côté d'une cause curable ou pour éviter des surhandicaps quand on a des causes dont on sait les éléments à surveiller. Est-ce que je peux vous demander de vous centrer un peu plus, comme ça je peux vous donner les 3 fils. Je sais plus le tout de travail. Je suis Madame Solier. Venez, rapprochez-vous. Une question dans la salle. Alors, qui se lance? Très bien. Ah bah voilà. Comment on fait pour gérer les traitements des crises d'épilepsie? C'est difficile. Je suis bien d'accord. C'est difficile, et c'est souvent même une chose les plus difficiles qu'on a. En effet, je l'avais dit tout à l'heure, j'avais parlé de l'épilepsie qui, quand elle arrive, en plus des difficultés d'apprentissage, c'est compliqué parce que l'épilepsie, ça fait peur. Parce que quand il y a des crises qui font qu'on tombe et qu'on ne peut plus aller sur son lieu de travail ou à l'école tout seul, ou bien quand la nuit on fait des crises qui sont fortes, en effet c'est une source d'inquiétude importante. Et c'est pour ça qu'on doit prendre des médicaments antiépileptiques pour essayer. Alors, dans un certain nombre de cas, on arrive à guérir l'épilepsie, ou en tout cas à bien la calmer et ne pas avoir de crise pendant des années. Et donc il faut qu'on prenne son médicament antiépileptique tous les jours. Parfois, on n'y arrive pas. Et on a beau avoir 1, 2, 3, 4 médicaments contre l'épilepsie, parfois ça ne suffit pas pour arrêter les crises. Parce que ça dépend souvent aussi de la cause de l'épilepsie. Et dans ce cas-là, on essaie de changer les médicaments et de trouver ceux qui sont le plus efficaces
et puis avec le moins d'effets indésirables. Parce qu'en effet, comme tout médicament qui agit sur le cerveau, quand on a des médicaments à prendre tous les jours, on sait que les médicaments qui agissent sur le cerveau pour diminuer l'excitation du cerveau, parce que les crises d'épilepsie, c'est tout d'un coup les neurones qui se mettent à décharger sans qu'on le veuille, de manière involontaire, et ça fait qu'il faut absolument agir là-dessus. Mais quand on diminue l'excitabilité du cerveau, c'est vrai que, et les gens qui ont des antiépileptiques, et qui sont en capacité de le dire, parfois disent quand on a arrêté le traitement qu'ils se sentent moins fatigués, qu'ils vont mieux, Bon. Malgré tout, le but c'est de traiter l'épilepsie, qui est une maladie grave. Donc il faut mettre des traitements antiépileptiques parfois pendant des années, parfois pendant toute la vie. Puis parfois au contraire on peut l'arrêter à l'adolescence. Donc ça nécessite d'être revu et d'être bien suivi par le médecin traitant et par le neurologue. Et donc la question que vous posez de comment il faut prendre ces médicaments, alors je ne sais pas dans la question s'il y a... c'est difficile de prendre des médicaments tous les jours, parce qu'on les oublie, parce que c'est pas bon, parce que parfois on n'arrive pas à avaler les comprimés, pour plein de raisons différentes. Et en effet, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire. Parce que les médecins qui prescrivent les médicaments, souvent on ne les a pas goûtés. Et on ne sait pas bien au quotidien ce qui se passe dans la réalité. Sauf quand on écoute les parents qui disent qu'ils mélangent tout, etc. Et que les pharmaciens nous disent mais comment. Mais bon, en effet, c'est un problème. Donc là, il y a des astuces. Parfois, il y a des médicaments, s'il y a les comprimés qu'on n'arrive pas à avaler, il y a souvent un sirop qui peut remplacer. Donc il faut revoir à ce moment-là avec le pharmacien, qui souvent connaît mieux les types de médicaments, des formes des médicaments, les sirops, les comprimés, les gélules. Souvent, il sait mieux que le médecin, et il peut aussi faire une proposition au médecin de changer de forme de médicament pour le donner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, parce qu'en fait, j'ai ma mère qui en fait, donc c'est pour ça que je vous le dis. Merci pour cette question. J'ai une autre question par rapport à... j'ai de la famille qui a le cancer et c'est pour savoir comment ils font pour gérer les médicaments. C'est un petit peu la même question, c'est-à-dire c'est différent. Oui, c'est différent. Après, il y a des médicaments contre le cancer qui donnent pour le coup aussi beaucoup d'effets indésirables, qui font vomir, etc. Donc c'est difficile, oui. Et dans ce cas-là, il faut vraiment revoir avec son médecin et avec son pharmacien et ne pas hésiter à dire que prendre les médicaments, c'est difficile. Parce que sinon, en plus, le médecin, il croit que les médicaments, ils sont pris, alors qu'en fait, ils ne sont pas pris. Et il pense que l'épilepsie, elle résiste aux médicaments, alors qu'en fait, le médicament n'a pas été mangé. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, on change les médicaments ou on augmente les doses et on fait des bêtises. C'est pour ça que c'est très important pour les médecins d'écouter les patients, mais c'est aussi important pour les patients de bien dire exactement ce qu'on fait. Et pas de dire qu'on prend les médicaments alors qu'on ne les prend pas, soit parce qu'on a peur du médecin, soit parce qu'on veut lui faire plaisir. Je crois que vraiment c'est très important qu'on soit en vérité sur les médicaments. Et ça aide le médecin à donner les bons médicaments. Une autre question dans la salle, n'hésitez pas. Oui, on me fait un signe. Ah, il y a un micro qui fonctionne. Levez la main, je vous vois pas. Ah bah voilà, devant. À propos des moyens, des techniques pour améliorer les capacités cognitives des personnes, sans vouloir rentrer dans une polémique concernant les besoins importants de temps qu'ont les enfants à l'école et le peu de temps qu'on leur donne, c'est un peu contradictoire. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire des techniques, même si peut-être Mme Alaouek nous en parlera, je ne sais pas, dans 15 jours, mais pour ceux qui n'y seront pas, des techniques d'amélioration des capacités cognitives des personnes avec déficience intellectuelle. Améliorer les capacités cognitives des personnes avec déficience intellectuelle. C'est un vaste sujet. Alors, non, mais parce que
tout à l'heure on a dit guérir, mais... En effet, on a parlé de la question de la guérison, c'est-à-dire qu'éventuellement on trouve des médicaments ou des choses qui sont issues de la recherche qui iraient directement cibler la cause. Hein. Et donc dans ce cas-là. Mais là, en effet, la question c'est que dans la plupart des cas, et ça sera encore le cas dans 20, 30, 50 ans, il y a beaucoup de personnes qui auront une déficience intellectuelle dont on ne sera pas du tout en mesure de traiter la cause. Donc ça, faut attention qu'on ne fasse pas miroiter, en effet, que la recherche en génétique et en neurosciences va tout résoudre. Donc, la question que vous posez est fondamentale, parce que comment au quotidien améliorer les capacités d'apprentissage des personnes, je crois que là, il y a un premier élément de réponse, c'est que combien de temps? il n'y a pas... Jusqu'à quel âge? Pardon? Et aussi jusqu'à quel âge? Et jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à quel âge? C'est tout au long de la vie. Aujourd'hui, et surtout avec l'autisme, on a été habitué à dire qu'il faut intervenir le plus précocement possible, le plus tôt possible. Donc ça reste vrai. Mais ce qu'on a vu dans l'expertise de l'INSERM, c'est que ce sont surtout des éléments de bon sens qui sont aujourd'hui recommandés. Aucune technique, aucune approche n'a aujourd'hui démontré sa supériorité par rapport à une autre, y compris par les approches éducatives, structurées. On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, mais que sur le plan scientifique, il n'y a pas d'approche qui ait démontré sa supériorité. Alors, les ingrédients de base pour le champ de l'intervention précoce, et ça rejoint cette question de mobiliser les compétences et les développer au maximum, c'est des interventions qui sont donc, précoces, deuxièmement, qui reposent sur les compétences de l'enfant, donc il faut les repérer, troisièmement, c'est en alliance avec la famille et les parents et en s'appuyant sur les compétences des parents, quatrièmement, c'est pluriprofessionnel, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans son coin qui vous dit « moi j'ai la bonne technique, il faut arrêter l'orthophonie, etc. » Généralement, prudence, parce que quelqu'un qui vous dit qu'il a la technique qui marche, c'est qu'il faut s'en aller. Hein. Je pense qu'il faut être très vigilant quand il y a des techniques miracles. Donc c'est pluriprofessionnel, parce qu'il faut avoir des regards croisés. Et cinquièmement, c'est sans discontinuité. Hein. Précoce, appuyer sur les compétences de l'enfant, en partenariat avec la famille, pluriprofessionnel et sans discontinuité. Quand on prend chacun de ces items, les mettre en pratique déjà, on voit concrètement que c'est pas simple. Précoce, encore faut-il les repérer, les enfants. Donc toute la stratégie de repérage des enfants avec des trajectoires inhabituelles, c'est un élément majeur du plan autisme, nouveau là, qui va venir, sur les forfaits intervention précoce. Deuxièmement, sans discontinuité, de l'autre côté, c'est par exemple l'enfant qui sort du CAMS, et puis à 6 ans, et puis il n'y a pas de place en CESAD, etc. Et on a des ruptures dans le parcours. Et donc cette question de la rupture, on sait à quel point elle est délétère. Donc tout ce que je dis là, c'est du bon sens, hein, c'est enfoncer des portes ouvertes, sauf que c'est les seules choses qui ont été repérées comme pertinentes, efficaces, y compris sur les études nord-américaines, qui ont suivi des cohortes d'enfants avec trisomie 21, etc., et qui ont vu les changements à terme grâce à ces ingrédients-là. Et vous avez vu que parmi ces 5 ingrédients-là, il n'y a pas la notion de intense. Il n'y a pas la notion d'intensité de l'intervention. Alors, parce que ça, c'est un mot piégé, la question d'intensité. Hein. Quand c'est compris au sens vraiment à la lettre, et issu de dire, bah oui, la méthode ABA, il faut 18 heures par semaine avec des bénévoles, et donc il faut absolument qu'il y ait un temps reconnu par la MDPH, etc., en individuel, en hyperstimulation, etc. Attention. Alors, encore une fois, il faut intervenir. L'enfant mobilisera ses compétences si on s'y met et si on intervient. Mais c'est intervention, c'est pas stimulation. Un enfant qui a un autisme, un enfant qui a une déficience intellectuelle, l'enjeu, on revient à ce que vous disiez sur la question de la temporalité, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut être une marche au-dessus de lui et pas un étage au-dessus de lui. Dans sa zone proximale de développement. Ça ne sert à rien de vouloir aller stimuler des dimensions qui ne sont pas accessibles à un temps T. Donc,
allons par petits pas, réévaluons régulièrement les objectifs, et c'est comme ça que ça marche. Ces zones proximales de développement, c'est les principes pédagogiques de base, c'est Vygotsky, c'est allons-y, définissons ce qui est en émergence, d'où l'intérêt de la Vineland comme outil, parce qu'on voit les zones en émergence, et les choses qui sont en cours d'apprentissage, qui sont encore étayées et qui pourraient devenir non étayées, etc. C'est ça qui nous intéresse. Donc tout ça, c'est des concepts généraux, mais déjà, mettons-les en pratique. Après, il est vrai que toutes les approches éducatives, structurées, qui ont montré tout de même leur utilité, leur pertinence dans le champ de l'autisme, en particulier quand on a des troubles du comportement, quand on n'est pas psychiquement disponible pour apprendre parce qu'on est agité, parce qu'on, etc. À un moment, il y a un enjeu simplement de pouvoir être et vivre ensemble. Donc là, les approches éducatives, le teach, ABA, etc., ou les dérivés, oui, ont leur place, clairement. Les programmes d'intervention précoce de type Denver, etc., oui. Mais attention, ce sont des outils. Ce ne sont pas des fins en soi, ce ne sont pas des goals standards, des choses qui auraient révolutionné. C'est une formalisation de choses que souvent les professionnels font au quotidien. Ça a l'avantage d'être formalisé, mais attention de ne pas s'enfermer dans un formalisme ou dans un programme qui serait, encore une fois, de retomber dans le piège de l'enfant doit s'adapter au programme. On doit vraiment être sur quelque chose de très fin, à la carte, et de savoir renoncer. Et donc la question d'intensité, elle est fondamentale, parce que dans les équipes MDPH, il y a des vraies décisions à prendre sur le nombre d'heures, en individuel ou pas, et c'est en cela que l'éclairage par les données scientifiques ont leur place aussi, parce qu'on est sur, malgré tout, une enveloppe budgétaire et sur des fonds publics. Et on comprend, à titre individuel, que chacun ait envie du meilleur pour son propre enfant. C'est évident, c'est naturel et c'est normal. Le contraire serait embêtant. Mais attention que le meilleur n'est pas forcément le plus en quantité, mais il est le plus en qualité. Et en qualité, je prends l'exemple de troubles socio-émotionnels ou de tout ce qui est d'ordre émotivité, processus de tout ce qui est sensoriel, les particularités sensorielles des enfants, des adultes qui ont un autisme, mais aussi des personnes qui ont une déficience sévère. On voit qu'il y a des modalités sensorielles très particulières vis-à-vis du toucher, vis-à-vis des goûts, vis-à-vis des odeurs, etc. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le reflet que c'est pas forcément un défaut de stimulus ou un excès, mais c'est justement que c'est une déviance dans la qualité. Et parfois, on voit qu'il faut éviter des situations qui sont hyper stimulantes, au contraire, être dans une stimulation un peu plus active dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment du cas par cas, et qui part de l'observation des professionnels de terrain, des MP, des EduxP, des psychomotes, des ergots, voilà, et tout le monde réfléchit ensemble, avec les parents, et les personnes concernées nous donnent évidemment des indices forts, surtout quand ils sont en mesure de le verbaliser, ça commence par là. Donc, encore une fois, c'est très généraliste ce que je dis, mais c'est simplement de rester dans le bon sens, plutôt que de risquer de tomber dans des situations, dans des postures un peu extrêmes. Après, on a des outils qui vont nous aider. Il y a beaucoup de choses qui se développent dans la remédiation cognitive, qui consiste donc à faire en sorte que la personne, on travaille une fonction qui ne marche pas bien, on entraîne la mémoire de travail par exemple. Bon, donc ça, on sait entraîner la mémoire de travail pour augmenter le nombre de chiffres qu'on retient, etc., pour arriver à... Alors parfois, des gens ont démontré que ça pouvait augmenter le nombre de syllabes qu'on arrive à lire. Dans ce cas-là, tant mieux. Mais ces remédiations cognitives, de renforcer une fonction qui ne marche pas bien, souvent, les gens qui proposent ces outils sont très contents parce que on a augmenté l'empan de 3 à 5. Ok, on est très content, sauf que en quoi c'est utile dans la vraie vie? En quoi c'est généralisable dans un autre contexte que celui de l'apprentissage? Là, aujourd'hui, la remédiation cognitive, elle bute là-dessus. Elle bute sur le fait très bien de rééduquer comme ça, en présence d'un intervenant unique, un neuropsychologue, un ergo. Mais l'enjeu, c'est quel est l'objectif et en quoi c'est utile et transférable
dans d'autres champs. Donc l'enjeu, il est là. Et donc, au-delà de rééduquer la fonction qui ne marche pas bien, le deuxième point, c'est de s'appuyer sur les compétences qui existent, qui peuvent compenser, et puis qui sont tellement valorisantes pour l'estime de soi, pour la notion de se sentir compétent. Il faut vraiment appuyer dans la remédiation, c'est autant, si ce n'est plus, travailler sur les compétences que sur les déficits. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Ça, c'est un terme un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire d'arriver progressivement, c'est peut-être plus pour les personnes qui ont une déficience légère, je ne sais pas, mais de se dire, d'avoir conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. La métacognition, c'est-à-dire d'arriver à se connaître, de savoir comment on fonctionne, de savoir les pièges dans lesquels on retombe à chaque fois parce qu'on sait que là, ça ne va pas. Ou au contraire, la manière d'être, la manière de faire, la manière de comprendre, où on sait que ça marche bien. Et à ce moment-là, de pouvoir revenir là-dessus, c'est tout le travail d'autoréalisation dont parlera Marie-Claire Allouec, de prendre en compte aussi ce que l'on a vécu comme échec ou comme succès pour en tenir une leçon quelque part, en tirer les leçons. Et ça, c'est toute la partie métacognitive et c'est tout un travail dans la remédiation, d'accompagnement de la personne pour qu'elle prenne conscience de ses forces et de ses faiblesses. Au-delà d'à chaque fois de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on revient sur les mêmes difficultés. Donc ça c'est une troisième dimension, on va dire, de la remédiation. Dernier point, les outils informatiques, aujourd'hui, les nouvelles technologies vont certainement nous aider. Mais, comme le dit très bien Yannick Courbois, qui est un professeur de psychologie à Lille 3, qui a été longtemps éducateur spécialisé d'abord en établissement, et puis qui est devenu psychologue, et puis qui a fait des cours de soir de psycho, etc., et puis qui ensuite a fait une thèse de sciences, est devenu professeur d'université à Lille. Donc il a cette double expérience de terrain et d'enseignant, chercheur. Il travaille beaucoup sur l'orientation en milieu urbain des personnes avec déficience intellectuelle. Et il développe des outils justement d'aide par le biais d'outils smartphones, etc. Mais il nous dit bien que, très bien, un smartphone, d'ailleurs on le voit bien nous quand on est en GPS, si on fait confiance sans arrêt au GPS en esprit critique, alors soit quand on a déchargé son smartphone, on est coincé, on est en panne, soit quand il nous indique un mauvais chemin et qu'on se retrouve sur un quai de halage paumé au milieu de nulle part, on est bien embêté. Donc l'enjeu, c'est, attention, le piège de l'outil, c'est que ça doit être un outil dont on garde la maîtrise. Et donc un outil d'apprentissage et pas une prothèse. Donc là-dessus, très bien l'outil informatique, mais quels sont les logiciels qu'on met dedans? Est-ce qu'ils ont été validés réellement par des laboratoires qui valident les outils de remédiation, que ce soit pour l'apprentissage de la lecture, du calcul, de l'orientation spatiale? Il y a des tas de choses qui se vendent aujourd'hui. Alors il y a un business florissant, il ne faut pas se cacher, parfois avec des coûts exorbitants. Donc attention aussi à cela. Et donc ça passe aussi, ces outils, par une validation scientifique des outils pédagogiques qui sont mis dedans. Donc il faut qu'on garde un esprit critique pour savoir, ok, mais on dit que ça marche, de toute façon ils font, tous ces sites, ils font l'autopromotion, ça marche très bien, prudence. Mais on a la chance d'être dans un temps où ces outils-là vont vraiment rendre service, y compris pour les personnes en situation de handicap. Quelqu'un a une question, une intervention? Alors je voudrais revenir sur les évaluations. C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants et qu'on voit bien que pour les enfants, les choses bougent et qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Et je voudrais aborder le sujet des adultes, puisque si on a bien compris ce que vous avez exposé, effectivement, il y a maintenant la Vineland 4 qui est transposable donc au secteur adulte. Mais je suppose que l'utilisation de ce type d'outils implique aussi la formation de professionnels pour pouvoir passer ces grilles d'évaluation. Et à ce niveau-là, où est-ce qu'on en est? Pour la Vineland, par exemple, c'est ça? Oui.
Oui, pour prendre cet exemple-là, simplement, d'un outil d'évaluation des compétences adaptatives, hein, donc de l'intelligence pratique de la personne dans son quotidien, les Vineland, eh bien, ce qui est intéressant, je vois en Rhône-Alpes par exemple, c'est l'équipe du Centre Ressources Autisme régional qui, depuis maintenant 5 ans, fait des formations à l'échelle de Vineland dans les institutions. Et ils sont appelés par les différentes assos et ils vont faire de la formation in situ d'équipe, parce que comme tous ces outils, c'est intéressant si une équipe est formée et pas uniquement un référent qui est parti en stage et puis le jour où il quitte l'établissement, tout s'écroule. Donc on a des vrais enjeux là de penser les formations, mais ça, je dirais, c'est un savoir-faire que vous avez plus que moi. Hein. Je fais écho de ce que j'ai entendu. Il y a un enjeu de former des équipes et de reformer régulièrement parce que les équipes tournent. Donc c'est vrai que c'est des projets parfois très ambitieux, mais les centres ressources autisme ont bien vu que, alors que ce n'est pas un outil de diagnostic de l'autisme, hein, la Vineland, mais c'est un outil très utile pour les personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Et donc ils ont organisé des formations et ils continuent à mettre les moyens de formation du plan autisme pour former à la Vineland par exemple. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a d'autres initiatives comme ça. C'est des formations qui ne nécessitent pas de droit particulier. Si le questionnaire est vendu par les ECPA, mais bon, c'est pas très cher. C'est des questionnaires et après, une fois qu'on les a, c'est vraiment accessible. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que ça n'est pas un outil qui est lié à une profession. Contrairement à, par exemple, à un test psychométrique, faire un test de QI, ce sont les psychologues diplômés d'État et neuropsychologues qui font ça. Bon. La Vineland, c'est un outil que n'importe quel professionnel formé peut utiliser. C'est vraiment l'intérêt. Donc il n'y a aucune raison objective pour que ça se ne développe pas, y compris chez l'adulte. Et ça sous-entend qu'on a des plans de formation qui prennent ça en compte. Oui. Il y a une autre question au fond de la salle. Hein. Il faut que le micro voyage. Bonjour. Est-ce que la maladie épileptique est toujours génétique? Est-ce que la problématique, c'est ça? Oui. Est toujours génétique? Oui. Non, pas toujours. Non, il a dit la maladie épileptique. Ah, pardon, la problématique épileptique. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que la maladie épileptique Est toujours génétique. est toujours d'origine génétique? Non, elle n'est pas toujours d'origine génétique. L'épilepsie, c'est une maladie qui fait qu'il y a des neurones qui, normalement, on les commande, nos neurones, et là, ils se mettent à décharger, envoyer des signaux électriques dans tout le cerveau sans qu'on le demande. C'est donc que le cerveau, il est trop excitable. Trop excitable, ça peut être pour plein de raisons. Quand un bébé a eu, par exemple, il y a eu une infection pendant la grossesse, qui fait qu'il y a un virus qui a abîmé le cerveau et qui a laissé des cicatrices. Il y a des zones de cicatrices au niveau du cortex, c'est-à-dire des zones du cerveau qui provoquent les crises d'épilepsie, qui vont être trop excitables. Et donc là, l'épilepsie, elle sera liée à un virus qui a été contracté pendant la grossesse. Un enfant qui manque d'oxygène à la naissance pour différentes raisons, parce que l'accouchement ne se passe pas bien, c'est des situations qui sont rares aujourd'hui, ça arrive encore. Dans ce cas-là aussi, on peut avoir, du fait d'un manque d'oxygène, donc un manque de vascularisation du cerveau, on peut avoir un cerveau qui souffre et qui fait qu'il y a des cicatrices qui restent et qu'il y a une épilepsie qui démarre. De même pour d'autres phénomènes au cours de la vie, quand on a une méningite, quand on a éventuellement une tumeur dans le cerveau qui va laisser des traces ou qui se révèle par une crise d'épilepsie, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas toujours génétique. Mais c'est vrai quand même que les causes génétiques sont très fréquentes quand l'épilepsie est associée à une déficience intellectuelle. Et en particulier, il y a beaucoup de maladies, de troubles du développement chez des petits bébés où l'épilepsie parfois démarre dès la naissance ou dès les premières semaines de vie
avec des crises d'épilepsie qui sont souvent difficiles à corriger et qui s'accompagnent d'un trouble du développement. Et on sait aujourd'hui que ces crises d'épilepsie-là, elles sont d'origine génétique. On connaît les gènes qui ne marchent pas dans le cerveau et qui font que le cerveau va provoquer des crises d'épilepsie. Ce qu'on aimerait bien, c'est que la génétique, elle nous soit plus utile. Et par exemple, aujourd'hui, on est un petit peu, comme on dit, au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on comprend mieux les maladies, on fait plus de diagnostics, mais ça ne nous aide pas à mieux traiter. Mais on espère que, à force de connaître tous ces gènes qui provoquent des crises d'épilepsie, mieux connaître ces gènes qui sont des canaux, qui sont des récepteurs, qui font passer du sel, du potassium, du chlore dans le cerveau. Le cerveau, c'est une machinerie à la fois, c'est un véritable laboratoire, c'est une centrale électrique et c'est un laboratoire de biochimie, de chimie avec des ions, etc. Et tout ça, c'est très finement régulé. Et aujourd'hui, on commence à mieux comprendre les gènes qui sont responsables de cela. Et on espère que ça aboutisse à trouver des nouveaux médicaments qui aillent bloquer les gènes, en tout cas les protéines qui ne font pas leur travail, et au contraire à les réactiver pour compenser ces déséquilibres de la régulation fine de l'excitation du cerveau. Donc, ce n'est pas pour demain matin, mais j'espère que dans les années qui viennent, on arrivera, grâce à la génétique, à mieux traiter les épilepsies qui aujourd'hui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire on a beau mettre des médicaments, on continue à avoir des crises d'épilepsie. J'avais une question, professeur Desportes. Je vous remercie déjà de vous mettre à notre disposition. Je pense que c'est important pour nous. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un médecin généraliste peut prescrire un cariotype ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le milieu hospitalier avec toute une batterie de tests au préalable? Alors ça, c'est une bonne question, parce que toutes les questions sont bonnes, mais là, la question, c'est est-ce que le cariotype, donc le cariotype, c'est l'étude des chromosomes au microscope. C'est une première manière de regarder des maladies génétiques. Mais grosso modo, c'est de regarder les chromosomes. Les chromosomes, ce sont les livres de la bibliothèque de nos gènes. On a 23 paires, on en a 46 qui sont bien rangés, et chaque chromosome, il contient des milliers de gènes. Chaque gène, c'est une histoire du livre. Mais en effet, la trisomie 21, par exemple, pour faire le diagnostic, on fait un cariotype, on voit qu'il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Donc ça reste un examen qui, jusqu'à il y a peu de temps, était fait systématiquement comme premier examen quand on recherche la cause d'une déficience intellectuelle sans qu'on ait de cause évidente, en examinant l'enfant, etc. On fait le cariotype et on trouve, dans 4 à 5% des cas, la cause. Aujourd'hui, ce cariotype, dans les centres hospitaliers ou universitaires, quand on va consulter un généticien ou un neuropédiatre, aujourd'hui on ne fait plus de cariotype. On passe directement à l'étape suivante, qui est de faire des cariotypes moléculaires, c'est-à-dire qu'on fait des techniques qui sont d'emblée 100 fois plus fines que le cariotype. Donc, ce qui fait que cette prescription de base, on va dire, d'un premier examen de débrouillage, dans la plupart des centres maintenant, on n'ira même plus faire le cariotype. Et d'ailleurs, un certain nombre de centres, sauf les labos privés, qui vont continuer peut-être à en faire, et encore, ils vont se lancer aussi dans la génétique plus fine, moléculaire, eh bien, c'est un examen qui va disparaître. Donc, on est dans des techniques beaucoup plus avancées. Mais votre question pose autre chose, c'est le médecin traitant, s'il fait une prescription de cariotype, il est soumis à la loi comme tout médecin qui prescrit des examens génétiques. C'est-à-dire que la loi de bioéthique encadre très clairement les prescriptions de tests génétiques. Il faut que la personne qui a le prélèvement ait été informée de ce qu'on attend de ce test génétique, de ce qu'on peut trouver éventuellement comme information qu'on n'avait pas cherchée. Et parfois, on tombe sur des choses en effet inattendues. Alors, avec le cariotype, c'est moins fréquent, mais avec les techniques plus fines, quand on regarde tous les gènes, et puis qu'on tombe sur un gène qui prédispose à des cancers, ou à des troubles du rythme du cœur, etc., qu'est-ce qu'on en fait ?
ou bien à des maladies, mais qui vont se déclarer qu'à 70 ans. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Est-ce que les gens, il faut qu'on leur donne les informations? Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai une information, j'ai le droit à toutes les informations. Alors ça, c'est les Américains, ils se retrouvent avec des tonnes d'informations et visiblement, ça n'a pas l'air de les inquiéter. En France, on se dit que si on donne plein d'informations auxquelles on ne comprend rien, ça va générer de l'inquiétude, de l'anxiété, et on n'aura pas rendu service aux gens. Après, ne pas donner d'informations du tout, c'est pareil, c'est pas normal. On a le droit, on a le devoir de donner une information. Donc, on est en train, et les généticiens sont en train de réfléchir ensemble à des guides de bonnes pratiques pour dire, quand on a une information, qu'est-ce qu'on rend utile? Et aujourd'hui, il est retenu de rendre des informations qui sont utiles, c'est-à-dire de celles qui peuvent engager un suivi médical particulier pour la maladie en question. Mais des tas de facteurs de prédisposition à la maladie d'Alzheimer ou de prédisposition à je ne sais pas quoi ne sont pas rendus puisque ce n'était pas la question qui était posée. Mais ça, c'est en débat et ça va être remis en débat aux députés à l'Assemblée à l'automne. Donc c'est des questions qui ne sont pas du tout fermées. Et en fonction de ce qu'ils vont voter, on peut arriver à des choses qui vont ouvrir des boîtes de Pandore ou au contraire, là, on peut avoir des surprises. Et pour terminer, une réponse longue sur une question courte. Tout médecin donc est soumis à cette autorisation, ce qui fait qu'il faut faire signer un consentement éclairé de la personne qui est prélevée, ou de son tuteur, ou de son aidant, de sa personne de confiance, si elle n'est pas en mesure d'exprimer son consentement. Donc ça aussi, c'est un autre élément de réflexion sur la question du consentement. Et on ne prélève pas pour faire n'importe quoi si on n'a pas bien expliqué ce qu'on attendait des résultats. Si c'est le cas et que tous ces prérequis sont faits, il n'y a pas d'objection à ce qu'un médecin traitant, généraliste, fasse un karyotype. Mais il faut qu'il ait fait cela, il faut qu'il soit aussi en mesure de rendre le résultat, de l'interpréter et de pouvoir donc dire à la personne ce qu'il en est de ce résultat, puisque c'est le prescripteur qui rend le résultat de l'examen qu'il a prescrit. Donc voilà, avec toutes ces mesures-là de précaution, beaucoup de nos collègues adressent directement aux généticiens ou aux neuropédiatres. Alors ça n'empêche pas d'avoir des idées, et de dire, écoutez, il s'avère que dans ma patientèle, j'ai vu un jeune, et puis il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce jeune garçon. On a le droit de mettre des hypothèses et de faire des propositions, évidemment, et de contribuer au diagnostic. Et y compris pour des diagnostics qui sont plus fréquents, d'être dans la démarche. Donc il ne s'agit pas d'aller... c'est pas une chasse gardée des généticiens. Mais c'est simplement que on rentre dans plus de complexité et qu'à un moment, ça nécessite une compétence spécifique, je dirais. Nous, neuropédiatres, il y a certains examens qu'on ne prescrit pas. Les exomes, c'est-à-dire que de lire tous les gènes du génome, comme ça, c'est-à-dire tout ce qui code des protéines, aujourd'hui, il n'y a que les généticiens qui le prescrivent. Alors qu'on a quelques bases de génétique, quand même, les neuropédiatres. Alors, on ne le prescrit pas, volontairement, parce qu'on estime que ce sont des examens qui nécessitent vraiment un savoir-faire pour expliquer aux gens ce que l'on attend, ce que l'on risque de trouver qu'on n'a pas cherché, etc. etc. Oui, donc c'est en pleine évolution tout ça. Il reste encore quelques minutes avant de profiter du repas préparé par les personnels des ESAT de Sébazac et de Cap-de-Nac. Donc n'hésitez pas, j'ai vu une main se lever. Bonjour. En tant que parent, j'aimerais savoir comment on fait pour gérer les désaccords qu'il peut y avoir entre les médecins. Exemple, ma fille est suivie à Toulouse, elle a un bouton de gastrostomie. Toulouse me mentionne comme quoi je dois être apte à le changer en tant que parent. Quand j'arrive au centre où est ma fille, le médecin référent me dit surtout pas, c'est un acte médical. Idem pour des prises en charge de kiné, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ces cas-là? Qu'est-ce qui a été fait finalement? Comment cette situation a été résolue? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre dans le dialogue entre le médecin du CHU qui a peut-être posé la gastrostomie et puis l'intermédiaire, c'est nous l'intermédiaire, c'est nous les parents. Donc du coup, il n'y a pas trop d'échanges. En gros, au final, je ne l'ai jamais mis en place moi seule. C'est ça. Vous n'avez jamais changé le bouton de gastrostomie. L'enjeu, c'était de changer le bouton de gastrostomie, c'est ça? Voilà. Tous les 3 mois ou je ne sais pas. Oui, 6 mois, mais oui. 6 mois, d'accord.
Ben, j'ai pas une réponse toute faite, hein. C'est-à-dire que vous avez les éléments de réponse dans votre question. C'est-à-dire que si on remonte un petit peu en amont, je crois on ne va pas partir de votre histoire singulière, hein, je ne la connais pas, mais on voit bien par exemple sur cette question de la gastrostomie. C'est vrai qu'à un moment, il y a parfois des décisions où c'est des choses qui sont évoquées lors des consultations hospitalières au CHU. Parce qu'il y a des fausses routes, parce que l'enfant avale de travers, parce que ça devient une galère pas possible de faire manger, parce que l'enfant maigrit. Bon. Il y a une indication médicale qui semble objective, dans l'intérêt de l'enfant. Mais elle n'est pas forcément partagée, parce que la gastrostomie fait que on risque que l'enfant, une fois qu'il est nourri, tout c'est confortable, et puis il n'y a plus le rythme des repas, et puis etc. Il y a plein de choses. Hein. Ce n'est pas que l'acte technique, c'est tout ce que ça comporte autour, dans la vie quotidienne de l'enfant, de sa famille, des professionnels. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se dire, cet acte en soi, technique, qu'est-ce qui va faire bouger? Qu'est-ce qui va nous changer en mieux? Et aussi, qu'est-ce qui va changer dans nos représentations vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du repas qui était devenu peut-être une galère pas possible, avec une inquiétude à chaque cuillère, parce qu'il faut nourrir, sinon on maigrit. Et en même temps, si c'est que dans une visée alimentaire et qu'il n'y a plus de plaisir partagé au repas, etc., on se dit en effet, ça n'a plus de sens. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont en aval. C'est vrai que si la décision de gastrostomie, parfois, est prise un peu hâtivement par une équipe de chirurgiens ou de gastro-entérologues, et qu'elle n'est pas partagée, qu'on n'a pas pris le temps de faire du lien avec l'équipe médico-sociale, qui parfois n'a pas l'habitude de faire des soins de gastrostomie parce qu'il n'y a pas d'infirmière sur place, je ne sais pas quoi. Il est clair que c'est un exemple, très bon exemple que vous donnez pour se dire, mais attention, il y a un vrai enjeu. On revient à tout ce qui a été dit depuis ce matin. L'enjeu, c'est on décloisonne. C'est qui les référents de parcours de santé qui sont capables de dire, attention, oula, pas question d'intervenir, on n'a pas résolu. C'est pas du tout clair aujourd'hui du côté de l'équipe éducative et soignante de l'établissement. Les parents ont l'impression qu'on leur tord le bras, ils sont pas prêts, etc. C'est-à-dire que faire le point de chacun des gens concernés, est-ce que réellement on est en phase et on se connaît d'accord sur le projet, avec ses objectifs, au-delà de l'aspect technique, au-delà des complications, de ce qui a été expliqué sur le geste, du risque anesthésique, etc. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance, nous médecins, à rester sur l'aspect technique, puis tout le reste, bon. Alors c'est vrai que le temps médical, il est court. Et si le médecin, le chirurgien ou le gastro-entérologue n'a pas le temps d'expliquer, comment il met en œuvre et je parle pour moi, neuropédiatre, pour expliquer les médicaments antiépileptiques, ce serait pareil. Hein. Comment mettons en œuvre des professionnels compétents qui vont participer à l'éducation thérapeutique, qui vont participer à faire du lien avec les professionnels de terrain? Ça, on a tout à inventer. Hein. Ce qu'on a présenté tout à l'heure sur les référents de parcours, sur les infirmières de liaison, etc. Oui, nous, on demande d'avoir des infirmières de liaison, on demande d'avoir des référents de parcours qui ont un pied dans le médico-social, qui connaissent les personnes accompagnées et qui viennent à la consultation. Mais sauf que dans ce cas-là, j'imagine, ça libère une personne à temps plein pendant une matinée. Pendant ce temps-là, les autres, ils sont encore dans l'établissement. Donc tout ça, c'est... Vous voyez, ce que je développe pour répondre à votre question. Je n'ai pas répondu à votre question. Mais on voit bien que ça passe par le dialogue, par l'anticipation, parce qu'il n'y a pas de choses a priori interdites ou admises. Bon, bien sûr, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adulte concerné. Si ça le met en danger, que quelqu'un de pas formé change son bouton de gastrostomie, c'est ça le critère principal. Si un parent est formé et qu'il accepte, et qu'il n'est pas transformé par défaut, parce qu'il n'y a pas d'infirmière qui peut passer en soignant, ça aussi, ça reste à interroger. Mais en effet, certains parents sont extrêmement compétents, devenus même plus compétents que certains professionnels, devenus des experts. Et là, en l'occurrence, les parents sont de toute façon les plus grands experts de leur propre enfant. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ce partage d'expertise, c'est vraiment un enjeu qu'il faut qu'on travaille. Et c'est des histoires à écrire, ça. Hein. Vraiment, en quoi on est expert. Et que nous, médecins, et en particulier dans le champ de l'épilepsie, on a bien conscience qu'on demande aux parents d'être partenaires du soin, parfois de manière disproportionnée. Quand les parents remplissent les cahiers de crise, etc., et ils sont là et prennent des risques parfois que certains professionnels ne prennent pas, etc., on se dit, mais jusqu'où on va, hein? Et en même temps, si on n'a pas cette information-là par les parents,
Cette information nous est absolument essentielle pour arriver à avoir une stratégie thérapeutique. Donc c'est compliqué. Mais ça nécessite du dialogue et certainement des gens qui peuvent trianguler la relation. Des gens qui ne sont pas impliqués la tête dans le guidon, dans le soin, qui ne sont pas non plus les parents et qui peuvent justement mettre du liant, mettre la temporalité pour dire il n'y a pas d'urgence. Tout le monde n'est pas au clair avec cette décision-là. On prend du temps. Une fois qu'on sera tous au clair, on y va. Mais il y a sûrement, je parle trop là, il y a sûrement des tas d'expériences de ce type-là dans vos établissements sur tout ce qui a été dit ce matin. Donc ça va être l'objet, j'imagine, des discussions de cet après-midi. Mais l'enjeu, c'est, voilà, parmi tous ces concepts, qu'est-ce qui a déjà été mis en place chez vous dans les différentes ADAPI pour mettre en œuvre et en pratique tout ce qui a été déjà dit. Et effectivement, on se retrouve... Ah, une dernière question, allez, allons-y, il n'y a pas de problème. On n'est pas encore en retard. C'était juste pour poursuivre la réflexion sur ce qui vient d'être dit, parce que finalement, il y a des avancées dans la recherche, dans la déficience intellectuelle et les troubles du neurodéveloppement sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes, mais ça nous demande aussi à repenser nos organisations. C'est ce que vous venez de dire. Et repenser les organisations, c'est au-delà de l'évaluation. Finalement, l'évaluation nous amène après à mettre en place avec le résident, la famille, un projet de vie. Mais qu'est-ce qu'on est capable de leur apporter finalement derrière? Est-ce qu'on est capable de répondre à leurs demandes et à leurs souhaits? Voilà, donc dans le secteur de l'enfance, il y a énormément de moyens qui sont développés. Alors moyens, je ne parle pas que des moyens financiers, mais il y a énormément d'efforts qui sont déployés. On voit à la fois dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la médecine, le domaine de l'éducation. Et finalement, il y a des ruptures de parcours qui se font à partir de l'âge adulte. On passe dans le secteur de l'adulte et là, alors que la personne aurait envie de choisir, d'avoir un choix de vie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on pose une évaluation, d'accord, on va faire la Vinland, etc. On va mettre un projet de vie en place. Est-ce qu'on est capable, vous disiez des expériences dans les établissements, je peux vous assurer, mais c'est des temps de réflexion de comment on va répondre au plus près aux besoins du résident. Et quand vous répondez au plus près à un, qu'est-ce que vous faites des 39 autres que vous avez? Parce que voilà, donc la réflexion, c'est voilà, comment, quel nouveau regard on apporte sur nos organisations. Vous avez donné les éléments de réponse dans votre question. C'est-à-dire qu'en effet, il faut qu'on passe du prêt-à-porter au sur-mesure. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi. Et ça prend du temps et d'énergie. Et on se dit, c'est une montagne tellement énorme, parce que pourquoi pour lui et pas pour les autres, etc. Donc c'est important cette question d'égalité, équité, là, de tout à l'heure. Oui, comme c'est du sur-mesure, c'est quels sont les besoins, les compétences et les besoins de soutien, et quel est le projet de vie, et quelles sont les motivations de la personne. Et c'est vrai que ça, c'est pas un effet de manche. Si on part réellement de cela, qu'on y croit et qu'on joue le jeu, je ne dis pas que ça va se débobiner, ça va faire le reste, mais ça va nous convoquer quelque part à mettre en œuvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé. En fait, c'est ça. C'est que donc il y a pas de recettes. On attend beaucoup de recettes de cuisine, on attend beaucoup de méthodes qui viennent et qu'on pourrait appliquer. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a des outils, il y a des repères, mais le sur-mesure, il est de ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'en effet, ça nécessite de l'énergie. Si c'est pour évaluer, ça ne sert à rien. Et il y a aussi des excès d'évaluation. Des gamins qui ont été surévalués dans tous les sens, avec des trucs qui s'entassent au dossier MDPH, qui généralement restent au dossier MDPH pour l'orientation et ensuite qui ne sont même pas adressés aux professionnels de l'accompagnement ou de la pédagogie qui vont derrière. On a fait une étude à Lyon là-dessus, c'est hallucinant, de tous les trésors d'informations sur le fonctionnement de la personne qui ne sont même pas transmis aux professionnels, et pour certains professionnels qui n'en éprouvent pas le manque. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. D'arriver à dire, mais voyez là, il nous manque une pièce du pulse pour comprendre comment est cette personne, y compris sur son historique dans la transition. Dans les mémoires de DU, les professionnels qui font le DU déficience intellectuelle font un mémoire. Un grand nombre travaillent sur la question de la transition et sur l'adulte, avec ces adultes, et c'est récurrent, et c'est encore valable aujourd'hui, dont les dossiers sont vides. Mon nom est personne, c'est-à-dire que
mon histoire de l'enfance a disparu lors du transfert dans le monde de l'adulte. Mais c'est terrible, ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un reset, là. Commençons par lutter contre ce genre de choses quand on parle d'organisation. Commençons par dire, mais qu'est-ce qui est dans les dossiers MDPH utile à être transmis dans le secret du secret médical partagé, etc. Tout ça, bien sûr, il faut travailler toutes ces protections pour, encore une fois, dans l'intérêt supérieur de la personne. Mais on a du boulot pour libérer le secret médical. Et donc, attention, le risque, c'est qu'on entasse des idées, des dispositions, des évaluations, qu'on les entasse sans objectif. Donc, si on part de la personne, c'est elle qui va nous donner les objectifs. Elle va nous donner notre feuille de route. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres réponses plus précises que cela, parce qu'à mon avis, c'est fondateur. D'où la question de l'autodétermination et de ce que vous présentera Marie-Claire Allouec la prochaine fois.